Bienvenue dans mon podcast. Si t'es ici, c'est que t'es passionné de développement personnel et t'es persuadé qu'il n'y a pas d'âge ou de bon moment pour éveiller sa conscience, grandir, apprendre et évoluer. Ici, on a des conversations profondes avec des invités inspirants venus de tout type d'horizons qui ont des histoires à partager et des sagesses à nous inculquer. J'ai juste une faveur à te demander. Si le podcast t'a apporté de la valeur, t'a inspiré, t'a permis d'avoir des déclics à un quelconque moment, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et nous, ça nous permet de savoir que le contenu qu'on t'apporte te donne de la valeur et t'aide au quotidien. Et puis ça nous permet aussi et surtout de pouvoir inviter des personnes auxquelles on aurait eu difficilement accès sans que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. Je te remercie d'avance et je te souhaite une très belle écoute. Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente que tu sois là. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. J'aimerais bien qu'on commence en parlant de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au développement personnel? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach, speaker, que tu as écrit autant de livres? Moi, je me pose toujours la question dans le parcours de mes invités, qu'est-ce qui les a amenés à faire ce qu'ils font et à en être là où ils sont? Coach, je crois que tout part de... J'avais un grand-père entrepreneur qui était dans le milieu agricole, donc qui avait un côté, tu vois, pas de diplôme, l'analytique pas trop, par contre un feeling avec les gens assez exceptionnel. Et en fait, il avait hérité de dettes, il y avait eu beaucoup de choses lourdes en fait dans son passé. Et il se trouve qu'il a réussi à tout surmonter. Mais il a surmonté en fait en allant se connecter aux autres. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même fou. C'est une espèce de compétence, tu la vois pas partout, parce que tu as des gens qui te zappent, tu vois, dans le métro. Tu vois, les gens sont un peu comme des zombies médicamentés, ils avancent comme ça, ils sont tout gris. C'est métallique, c'est un espèce de truc, ça surfe en fait sur eux, t'arrives pas à les accrocher. Et lui, dès qu'il allait quelque part, les gens venaient le voir. Il avait une oreille très à l'écoute, il avait les bons mots, et je crois que très profondément et très sincèrement, il s'intéressait aux gens. Et je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est un spécimen dans la famille qu'il faut étudier. Ouais. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, moi, je suis aussi un gamin qui était assez sensible, très, très tôt. Fibre artistique assez forte. Alors, dans le milieu agricole, tu vois, c'est très... tu vois, tout est carré, c'est la terre, c'est le machin. Tu vois, ça dénotait un petit peu. Ouais. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même ce truc tu vois, qui envahit mes viscères qui résonne en moi très très fort, tu vois, ce côté un peu passionnel. Et je me suis dit, bah, tiens, tant qu'à faire des études sur ces sujets-là, bah, autant que ça te serve aussi. Donc tous les articles de recherche que je produis, tous les bouquins, oui, c'est pour aider les autres, parce que moi je suis un humaniste, je crois en la gentillesse, je crois en toutes ces choses-là. Mais aussi, un tout petit peu égoïstement, je bosse aussi sur moi-même depuis toutes ces années. Et je vois le chemin, tu vois, aussi parcouru, donc non, c'est cool. C'est beau, franchement, je trouve ça incroyable. Tu parles beaucoup de motivation. Je me demandais, c'est quoi ta vision de la motivation? Comment est-ce que tu approches la motivation, pour atteindre ses objectifs, pour progresser, pour évoluer, pour se développer? Parce que moi, j'ai une vision de la motivation où je le vois un peu, comme une énergie, temporaire qui vient nous voir, qui repart, qui s'en va, qui revient et sur laquelle on peut pas forcément se fier. Mais je suis hyper curieuse d'avoir ta vision à toi. Alors, tu vois, ce que tu appelles motivation, moi, je vais encore un petit peu creuser là dans le sol. J'appelle ça l'émotion. Et l'émotion, c'est quoi? Ça vient du latin ex movere, mettre en mouvement. Et l'émotion, c'est, si tu veux, l'essence que tu mets dans ton moteur. Sans ça, on serait des Pinocchio sans la magie. On est des pantins sans âme. Donc c'est ça qui te donne en fait l'envie et la force nécessaire pour avancer. Que l'émotion soit plaisante ou déplaisante. Moi, je ne parle pas d'émotions négatives ou positives. Même d'un point de vue scientifique, il y a pas, on n'utilise pas cette terminologie. C'est les conséquences qui peuvent pour toi être positives ou négatives. Si tu ressens des émotions toxiques avec une grosse occurrence, etc. Là, ça peut peser sur toi. Mais cette émotion-là ou ces émotions-là, je trouve qu'on est très très peu à les utiliser et à vraiment les mettre dans le moteur. Parce que la finalité, c'est quoi? Une fois que tu as mis le moteur psychique en marche, bah, tu avances. Et avancer, c'est quoi? C'est prendre des décisions. Et je trouve qu'on ne prend pas assez de décisions dans nos vies. Et l'émotion, elle te permet ça. C'est un moment, c'est le truc, l'espèce de starter qui t'amène à ça. Et il y a trop de gens qui disent, ah non, finalement, non. Juste près du but, tu la ressens dans ta physiologie. T'as chaud, t'as froid, t'as des tremblements, t'as des palpitations cardiaques, t'as des rougeurs, t'as de la sudation, t'as plein de trucs.
Et au dernier moment, la plupart d'entre nous, ah non, finalement, j'y vais pas. Et je pense que c'est pas bon en fait, parce que l'émotion, avant tout, c'est un peu, moi j'associe ça à un panneau signalétique que tu as au bord de l'autoroute. Et toi, je prends l'exemple d'un virage dangereux. Tu as un panneau qui t'annonce que dans 50 mètres, tu as un virage dangereux. Bah là, tu as deux catégories d'individus. Tu as ceux qui vont se dire, bah ouais, en fait, ce panneau, je vais quand même l'intégrer dans ma pensée, parce que ouais, c'est peut-être important. Donc eux, ils vont décélérer. Et puis tu as une deuxième catégorie d'individus qui vont se dire, ouais, rien à faire en fait de ce panneau-là. Je fonce à fond. Et derrière, bah, j'augmente juste la probabilité de me taper la rambarde 50 mètres plus loin. Alors ça va aussi dans l'autre sens. Des fois, tu es sur l'autoroute psychique, tu roules beaucoup trop lentement, alors qu'il faut appuyer sur l'accélérateur et à un moment, voilà, pour aller plus vite vers ton objectif. Donc moi, tu vois, parce que la motivation, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Et en vrai, ce qu'on remarque, on l'a remarqué dans une étude académique là, qu'on a publiée récemment, qui te montre que quand tu es, par exemple, émotionnellement intelligent, tu vas pas être tout le temps en surmotivation. Tu vois, on voit souvent là ces spots à l'américaine, où tu vois Robbins, etc. Tu as l'impression que c'est tout le temps, tu vois, faut être au taquet à 300%. La surmotivation, c'est un des facteurs clés du burn-out. C'est ce qui fait qu'à un moment, tu te consumes aussi plus rapidement. Il y avait, moi, à l'époque, un chercheur qui s'appelle Hervé Laroche, qui avait supervisé ma thèse de doctorat et qui avait écrit un truc dans le MIT Sloan Management, donc une top revue. Il avait écrit Le pouvoir de la modération. Tu vois, le pouvoir de Yoda. Ah, c'est intéressant. Et bien, je trouve que la motivation, ouais, il y a des temps. Tu le disais avant, ça va, il y a des temps. Mais si tu es tout le temps à fond, bah, au final, tu te tapes la rambarde. Bah, c'est ça, mais en fait, je pense que c'est pas réaliste en fait d'être tout le temps à fond. Je suis curieuse, j'aimerais bien qu'on parle de ton nouveau livre Provoque ta chance. J'adore le titre. Tu parles pas mal de mindset, de l'importance de développer un mindset positif. Comment est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de justement provoquer leur chance, qui ont envie de changer leur réalité, peut-être qu'ils en ont marre d'être dans un certain schéma dans leur relation amoureuse, ou peut-être qu'ils ne sont pas heureux dans leur travail et ils ont l'impression d'être un peu coincés. Comment est-ce qu'on peut provoquer sa chance, changer son mindset? Qu'est-ce que tu conseillerais Alors, dans ce bouquin, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis allé voir des super chanceux et des super malchanceux. Et déjà, chance, malchance, en fait, c'est les faces d'une même pièce. Et la première caractéristique d'un serial chanceux, donc quelqu'un qui arrive à avoir plein d'opportunités dans sa vie, c'est déjà d'être capable de recycler la malchance. Parce qu'il a compris un truc essentiel, c'est que quand tu as un épisode malchanceux qui vient toquer à ta porte, cet épisode-là, c'est comme porteur d'une charge émotionnelle, eh bien, tu peux recycler. C'est pas parce que l'événement qui arrive, tu vois, il a l'air un petit peu comme ça, crasseux, poisseux, tu vois, il a un aspect un peu comme ça, désagréable, dégoûtant, tout ça, que tu peux pas casser cette coquille. Et derrière, tu te dis, mais en fait, je vais choper l'énergie de cette chose-là au sens physiologique du terme. Et ça aussi, je peux le mettre dans mon moteur pour avancer. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que tout épisode malchanceux, tu peux le transformer en quelque chose. Quelque chose de positif pour toi, qui va te permettre d'avancer voilà, vers tes objectifs, vers quitter, etc. Et c'est pour ça que il y a plein de leçons en fait dans ce bouquin. Je vais t'en donner voilà, deux, trois comme ça. Mais tu as par exemple une rescapée d'un crash d'avion, c'est Annette Herfkens. Annette Herfkens, c'est une femme avec une mécanique intellectuelle super bien huilée. C'était l'une des toutes premières traders femmes européennes à Wall Street. Donc tu vois, à l'époque, bon bref. Et elle était amoureuse de Patch, qui était lui aussi financier. Et les deux, ils vivaient un petit peu partout sur cette petite boule bleue. Et un jour, il l'invite et il dit viens, on va faire un tour au Vietnam dans une station balnéaire. Et là, il lui dit il faut monter par contre dans cet avion. Elle a horreur des avions, mais des fois tu fais des conneries par amour. Bon, là, Oui, il en fait c'est une vrai. grosse. Elle monte dans un Yak 40, donc c'est un des avions les plus dangereux au monde en fait. Celle l'a su après. Et là, gros souci technique, plein de choses qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, fait que cet avion s'écrase en pleine jungle vietnamienne. Et Annette Herfkens est la seule survivante. Donc elle perd l'amour de sa vie. C'est la seule survivante. C'est la seule survivante. Donc elle survit 8 jours dans la jungle vietnamienne, les deux jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée, plein de petites bestioles Mais attends, c'est dans une la vraie bouche. histoire. Une vraie histoire. Et donc je raconte tout ça dans le livre. Et Annette Herfkens, donc elle survit dans ces conditions et à un moment elle est secourue, tout se passe bien. Et moi je lui ai posé la question. Donc tu vois, épisode malchanceux. Tu dis la probabilité quand même que tu te craches
comme ça, en pleine jungle vietnamienne, elle est ouf. En même temps, que tu survives, bon, tu vois, chance, malchance. C'est intéressant, ouais. D'ailleurs, elle se définit comme une malchanceuse chanceuse. Tu vois, c'est sa définition d'elle-même. J'ai dit, mais t'as eu peur en fait dans la jungle? Parce que t'imagines tous les animaux qui en veulent à ta masse musculaire. Enfin bon, bref, t'as un espèce de beefsteak au milieu du truc. Et là, Annette Herfkens, elle me dit, en fait, à aucun moment, j'ai flippé. Ah ouais. Ah, et alors je dis, mais t'as fait comment? Et là, elle me dit, c'est un peu fou parce que, et pour t'expliquer ce qui s'est passé d'un point de vue psychique dans sa tête, elle a eu un petit peu ce phénomène qui s'est produit, qui est ce qu'on voit dans Harry Potter. Quand le jeune sorcier il est attaqué par des détracteurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de bulle de protection, c'est une image que je te donne, qui se met autour de lui. J'adore Harry Potter en plus. Ah bah donc, tu vois, moi très je suis bonne voilà, image. grand fan. Donc, tu vois. Donc il y a cette espèce de bulle de protection qui se place autour de lui. Et qu'est-ce qui vient nourrir, animer cette bulle de protection? C'est des pensées heureuses de moments qu'il a passés, même inconsciemment stockés dans sa mémoire, avec ses parents biologiques. Ça, c'est eux qui ont un esprit protecteur, des souvenirs émotionnants protecteurs. Et ce qui fait que tu vois, les monstres, en fait, ils ricochent. Ils n'arrivent pas à atteindre le jeune sorcier. Et bien, Annette Herfkens, c'est exactement la même chose. Elle me dit, si j'avais pas passé tout mon temps à investir affectivement dans l'autre, j'aurais jamais eu des pensées comme ça qui sont survenues à ce moment, dans le pire de ma vie, et qui ont créé cette bulle de protection. Donc l'une des premières caractéristiques d'un ou d'une serial chanceux, chanceuse, c'est quoi? C'est d'investir affectivement dans l'autre. C'est la première des valeurs refuge. Généralement, on dit, ouais, il faut placer son argent dans l'or, dans l'immobilier. Non, moi je vous dis, placez votre psychisme dans l'autre, en fait. Et quand tu investis, mais sans attendre un retour, mais quand tu investis affectivement dans autrui, tu passes du temps avec les gens que tu aimes, avec tes proches, du vrai temps d'écoute. Ça, c'est très, très rare, les gens qui savent vraiment écouter. Tu sais, généralement, tout le monde, tu as une discussion, tout le monde est déjà à 2-3 points d'avance, ils veulent placer leurs propos, ils écoutent même plus ce que tu es en train de leur dire. Bref. C'est vrai. Eh bien, ces personnes-là, parce qu'elles ont investi affectivement dans l'autre, elles ont un retour sur investissement affectif. Donc, notre première ressource, notamment en cas de coup dur, c'est l'autre. Parce que toutes ces photographies mentales, ces souvenirs, ça vient se placer dans un espèce d'album photo, la mémoire émotionnelle. Et ton cerveau, quand il y a un coup dur, il vient feuilleter à toute vitesse. Qu'est-ce que tu as placé en fait là-dedans? Et en mettant à chaque fois un doigt psychique sur tel ou tel souvenir, ça va te donner de la force. C'est exactement ce qui est arrivé à Nando Parado. Ça, c'est dans mon livre précédent sur la contagion émotionnelle. Nando Parado, je te le fais très rapide, mais Nando Parado, c'est un des survivants aussi de ce crash d'avion. Tu vas dire, j'ai une passion pour les crashs d'avion, mais cette équipe de rugby qui s'était crashée en pleine cordillère des Andes dans les années 70. Moi, j'ai eu accès pendant 3 ans à Nando Parado, qui est devenu un ami et avec qui on échange régulièrement. Et Nando Parado, je lui ai dit, mais à un moment, donc, tu vois, il y avait la carlingue de l'avion et autour, il n'y avait rien. Tu ne pouvais pas te nourrir. La faune et la flore, absolument pas nutritives. Les secours n'arrivent pas. Tout est blanc, immaculé. Enfin, tu vois, ils allaient mourir là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment? Pour survivre, ils se sont nourris de chair humaine, en fait. Donc, les copains morts, ils en ont fait un peu des sushis, quoi. Ils se sont nourris comme ça. Et à un moment, Nando Parado, il a pris son courage à deux mains. Il dit, je vais partir. Je vais partir chercher les secours. Ils n'étaient pas équipés. Il n'y avait rien du tout. Et donc, il a commencé à traverser la cordillère des Andes avec des baskets, quelques copeaux de chair humaine. Enfin, horrible le truc. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te faisait avancer? Parce que le type, il a fini, il avait 30 kilos en moins. Il était rincé, en fait, physiquement, psychiquement. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à avancer, en fait? Et il me dit, parce qu'il avait en fait sa sœur et sa mère qui étaient dans l'avion. Ils sont décédés en partant. Il a quand même dit, si vous avez besoin, mangez-les. Enfin, tu vois le niveau du trauma que ça peut générer. Son seul but, c'était de se dire, en fait, il me reste mon père. Mon père, il vit. Il est vivant. Il faut que je le retrouve. Et pendant toute sa marche, ce qui a fait qu'il arrivait à mettre un pas devant l'autre, c'était les souvenirs heureux avec son papa. Et il s'est fait... Tu sais, quand on dit des fois au seuil de ta mort, tu te fais le film de ta vie et tout. Alors, la marche, elle a duré quand même quelques jours. Tu vois, c'était quand même assez long. Et ben, il a repassé comme ça toutes ces époques, toutes ces phases de sa vie avec son père. Et son père, si tu veux, l'a accompagné pendant toute cette marche de survie. Donc ça, c'est hyper important. C'est
Tu vois, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de parents qui sont démissionnaires. Tu vois, l'école, c'est pas un papa et une maman, en fait. Le, les grands-parents, démissionnaires. Tu vois, ouais, ces petits trucs-là, ça m'embête et tout. Et ben, du coup, derrière, quand tu cesses d'investir effectivement dans ton gamin ou dans un petit enfant, voilà, pour les grands-parents, ben, à un moment, comment veux-tu que plus tard, quand peut-être tu en as besoin, ils viennent vers toi, en fait? Ah, Et c'est j'ai intéressant ce que tu beaucoup, dis. beaucoup, et oui, mais j'ai beaucoup discuté avec des personnes qui étaient en EHPAD. J'ai une EHPAD juste à côté de chez moi. Et à moi, je me suis dit, attends, pour ta propre hygiène de vie, rencontre les anciens. J'ai toujours cru dans C'est le une pouvoir très des très anciens. bonne pratique, je suis d'accord. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois, tu vois. Et, et donc j'ai rencontré des personnes qui étaient isolées, physiquement, psychiquement, en détresse un peu psychologique. Et toutes ces personnes partageaient le même diagnostic. Elles avaient toutes des regrets, des remords. Ceux de ne pas avoir assez investi affectivement dans les autres. Et c'est dit, bah ouais, maintenant, personne vient me voir. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il voilà, y a des gens qui n'ont pas choisi, il y a plein de choses que tu... Mais là, en l'occurrence, quand tu as l'autre qui était proposé dans ta vie, bah, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix de lui consacrer du temps de cerveau disponible. Et là, on préfère être, tu vois, sur les réseaux, sur les machins, sur les bidules, faire d'autres choses. Et derrière, bah, tu passes en fait à côté de l'essentiel. Un moment, tu passes vraiment à Ouais. côté. Qui est un vrai médicament? L'autre, c'est un médicament en fait. C'est le meilleur anxiolytique qui soit en fait. C'est le meilleur antidépresseur quand tu traverses une zone de turbulence. Franchement, moi, je trouve ça super intéressant je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez, probablement, parce qu'on est beaucoup justement dans un... Comment tu réconcilies le fait de ne pas être dépendant des autres émotionnellement, c'est-à-dire réussir à te donner à toi ce dont tu as besoin, enfin tes besoins essentiels, c'est-à-dire ne pas dépendre des autres pour te valider, pour te confirmer, pour te rassurer, et en même temps entretenir, cultiver des relations qui te nourrissent et qui nourrissent les autres autour de toi. Je dis souvent, tu vois, je parlais de période de turbulence, de tout ça. Quand tu es dans un avion, tu traverses une période, une zone comme ça de secousse, de turbulence, les masques à oxygène tombent. Le premier réflexe que tu dois avoir, imaginons si tu as à côté de toi une personne âgée, une personne vulnérable ou ton enfant, premier réflexe que tu dois avoir, c'est mettre le masque à oxygène sur toi. Et une fois que tu as l'équilibre psychique, mais ça la société l'oublie toujours, il y a un T2. Ce T2, c'est tu mets l'autre masque sur la personne. Parce que si toi-même t'es pas bien, tu le mets sur ton enfant et entre-temps, bah, tu trépasses, là, tu places la personne en position de difficulté. Donc en fait, c'est pas s'oublier. Et c'est un petit peu ça l'idée de ce concept qu'on développe depuis des années avec mes équipes, voilà, où on crée des tests d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est être capable d'apprivoiser tes propres émotions, mais c'est aussi être capable d'entrer en fréquence d'intimité avec l'autre. Et d'ailleurs, de toute façon, si tu veux vraiment rentrer de manière authentique en fréquence d'intimité avec l'autre, tu vas ouvrir un espèce de couloir d'échange, un ping-pong psychique qui se joue avec autrui, vaut mieux que tu sois un peu à l'aise dans tes baskets. Parce que si tu viens avec une posture, par exemple, de victime, ça fonctionne pas. Au début, oui, les gens vont venir, ils vont dire tiens, tu as un problème, tu te plains. Ils ont cette espèce de réflexe empathique d'enfiler le collant bleu, la cape rouge, et tu vois, posture supermanesque, je viens aider la personne en difficulté. Sauf que si tu continues à te plaindre systématiquement, au bout d'un moment, ils disent ah, là, ça devient un peu relou. Et là, tu deviens un élément toxique pour eux. Donc là, c'est ah, je peux pas te prendre, je suis sous le tunnel ou ah, il y a un truc. Donc en fait, ça marche un temps et très très vite, autour de toi, les gens disparaissent. Et là, il y a une petite astuce que je livre aussi dans le livre et qui marche plutôt bien. C'est que quand tu es dans cette posture de victime, il y a un petit jeu que tu peux faire avec ton entourage. Tu peux leur dire bah, écoutez, chaque fois que je me plains, à un moment, tu as conscience quand même, on te le fait remarquer, bah, faites-le moi à chaque fois remarquer verbalement. Vous me dites un truc un peu condescendant, je dis oh mon pauvre vieux, oh ma pauvre vieille. Tu vois, un truc un peu tu vois, qui rentre dedans. Ça, c'est la règle du jeu. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que les gens, ils verbalisent vachement. Donc là, tu peux mal le prendre parce qu'on est effectivement dans une société un peu de l'ego, mon image, mon machin, moi centré, j'accepte pas trop quand on me dit des choses sur moi, etc. Faut passer cette étape. Si bien qu'à un moment, si tu arrives à passer cette étape, eh bien avant même que l'autre ouvre la bouche, tu sauras ce qu'il va te dire. Et là, tu pourras même en rire.
si tu atteins cette étape-là d'anticipation de la réplique de l'autre et que tu arrives à en rire, eh bien, tu vas sortir de ce tunnel de la victimisation. Et tous les serial chanceux que j'ai rencontrés n'entrent pas là-dedans parce qu'ils savent que ça leur cause du tort. Annette, à aucun moment, elle a dit c'est la faute du pilote. C'est la faute de mon amoureux qui a un peu insisté pour elle. À aucun moment. Et c'est ce qui lui a permis justement de rester à l'équilibre psychique dans la jungle. Elle n'est pas rentrée là-dedans. Donc tu vois, sur des trucs aussi forts, on a des témoignages très très forts, hein, des fois sur des pertes humaines, ça peut être ton enfant, un parent, un accident de la vie. C'est des choses qui sont vraiment brutes et brutales pour toi. Si tu te renfermes sur toi, si tu rentres en PLS psychique, tu te prends que des coups en fait. C'est super intéressant ce que tu dis. Le fait que un des traits que tu remarques le plus chez les personnes qui sont très chanceuses, c'est c'est le fait de ne pas se victimiser. Pourquoi, à ton avis, on se victimise autant? Qu'est-ce qu'on recherche dans la... Parce que moi, je me suis On souvent veut la posé... chaleur humaine, c'est la chaleur humaine. C'est-à-dire quand tu es dans ce processus-là, tu sais que tu vas aimanter, hein, comme un aimant, tu aimantes à toi des gens plutôt bienveillants. Tu sais, on sait qu'aujourd'hui, tu as 30 à 50% de la population, alors ça dépend d'une culture à une autre, c'est des études qui te montrent ça, qui est composée de vrais gentils. Darwin, il avait raison quand il disait que l'empathie, la bienveillance et la gentillesse, c'est ce qui constitue le genre humain. Donc ça, tu vois, c'est le donc en fait, tu comptes un peu là-dessus. En revanche, voilà, ce truc-là ne marche qu'un temps. Et dans le processus de dévictimisation, hein, à une des étapes, je t'ai dit à un moment, tu vois, il y a ce côté, tu essayes d'anticiper et tu essayes d'en rire, en fait. Autre caractéristique commune des serial chanceux, c'est qu'ils arrivent à rire chaque fois qu'il y a un coup de malchance dans leur vie, chaque fois qu'il y a un coup dur qui s'invite comme ça dans leur quotidien. Et là, je te raconte juste une anecdote. C'est un type que j'adore. C'est, tu vois, Bear Grylls, ça c'est le Man versus Wild, notre version européenne. Ce gars, ancien des services secrets, forces spéciales britanniques, on balance comme ça dans la jungle, dans un désert, il doit survivre tout seul. Bon, bref. Bah, son pendant américain, c'est Captain Hawk. Donc, Captain Hawk, c'est Bear Grylls au cube. C'est un petit peu le dieu vivant de Bear Grylls. Et moi, j'avais vu des émissions de ce gars qui est une super méga star aux États-Unis. Il y a des centaines de millions de téléspectateurs qui regardent ces émissions sur Discovery, etc. C'est un ancien béret vert. Le type, il parle 7 langues. Il a été dans la crème de la crème des forces spéciales américaines. Et Captain Hawk, donc c'est un type avec qui on a beaucoup sympathisé. Et j'échange souvent avec lui. Et Captain Hawk, donc, il me racontait cette anecdote. Et je la raconte dans le détail dans le livre. Mais c'est une parmi d'autres. Et il dit, mais à l'époque, quand il était encore membre actif des forces spéciales, il survolait un territoire ennemi, de nuit. Et ils avaient emprunté le jet privé d'un baron de la drogue. Donc déjà, tu vois, ça commence de manière un peu bizarre. Et donc, ils survolent comme ça un petit peu en rase-mode ce territoire ennemi. Et c'est un bimoteur, 2 moteurs sur cet avion. Sauf qu'à un moment, il y a une panne d'un des 2 moteurs. Donc là, tu as le pilote chevronné, il sait faire. Il sait manœuvrer avec un seul réacteur. Sauf que, quelques secondes plus tard, 2e panne moteur. Alors là, je peux te dire, ils ont tous beau être supra-entraînés, tout ce que tu veux. Là, il y avait la petite gouttelette qui ruisselait le long de la tempe, ils étaient païens, quoi. Et là, t'as Captain Hawk, donc qui était nerveux, hein, et il se met un moment à rire. Tu sais, un peu le rire frénétique que tu peux avoir quand tu vis le rire nerveux. C'est-à-dire même, moi, ça m'est déjà arrivé, même à des enterrements, il y a trop de tension psychique. D'ailleurs, Freud en parle, il dit, à un moment, tu as ce rire nerveux pour libérer cette tension psychique. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, tu te délestes de ça. Et à un moment, Captain Hawk, il y a une tension qui était tellement forte qu'il se met à se marrer. Et il se met à raconter des blagues et à être vraiment dans l'autodérision. Et donc là, il prend la parole, il dit, mais les gars, mais vous imaginez les titres des gros journaux le lendemain, la crème de la crème des forces spéciales se sont crachés à l'intérieur d'un jet privé d'un baron de la drogue. Ils sont tous morts dans un nuage de cocaïne. Enfin, la honte absolue. On n'a pas fait 30 ans de bons et loyaux services pour en arriver là, quoi. Et donc là, tout le monde se marre, y compris le pilote. Et à un moment, le pilote qui était vraiment pas bien, il se redresse. Et souvent, quand tu as ce rebond résilient, c'est et physique et psychique. Donc là, d'un coup, il se redresse, tu vois, prêt à affronter l'adversité. Et là, il a un tilt, un espèce d'eureka. Et il a une image mentale. Et il se dit, tiens, en fait, à 3 km de là, on a survolé un terrain sur lequel, en fait, je pourrais atterrir sans nous faire canarder par les forces ennemies. Et donc, il fait demi-tour,
il prend le vent de face, il surfe sur des vents ascendants, descendants, et il arrive finalement à atterrir. Et ils sont tous sains. Waouh, c'est une histoire de dingue. Et Captain Hawk, qu'est-ce qu'il te dit? Il a eu des centaines, voire des milliers de situations comme ça. Le type est sur tous les fronts, il était de tous les conflits dans le monde. Il était quand même acteur, en fait, sur devant de la scène. Et à chaque fois, c'est la même mécanique. Quand tu pratiques ce qu'on appelle la gélotophilie, donc c'est rien à voir avec des fans de glace italienne, quand tu es gélotophile, c'est que tu es capable d'autodérision. À nouveau, dans un monde très autocentré, me, myself and I, mon Beaucoup image, mon machin. d'ego, ouais. Toi, des fois, un peu rigoler de toi-même, c'est pas évident. Lui, à chaque fois, il a fait ça. Et là, qu'est-ce que ça fait d'un point de vue neurologique? Tu rentres dans un processus qu'on appelle la pensée latérale. C'est un vieux concept, mais qui est encore vachement d'actualité, et qui te dit que quand tu as un problème sérieux qui se pose à toi dans ta vie, surtout si tu veux le régler, ne le prends pas au sérieux. Waouh, c'est super intéressant. L'enjeu doit pas tuer le jeu. Et derrière, il y a ce côté de, essaye un moment d'être récréatif face au problème. Et on sait que d'un point de vue neurologique, quand tu pratiques l'autodérision, tu as des zones qui s'activent. Et ces zones qui vont s'activer vont te permettre de produire plus d'idées créatives et adaptatives. Donc tu vas juste augmenter la probabilité de t'adapter à la situation qui est bien compliquée et que tu es en train de vivre présentement. Et en plus, tu vas déclencher ou enclencher une pompe à endorphine qui va faire que tu auras la sensation d'être beaucoup plus costaud et physiquement et psychiquement, donc plus prêt à affronter la chose. Donc ça, l'autodérision, c'est aussi, on va dire, une des armes dans l'arsenal des individus qui sont, qui arrivent à aimanter la chance. Mais tu sais, la chance, on l'a pas définie, mais la chance, c'est quoi? La chance, c'est finalement quand tu arrives à entrer en résonance avec toi-même. Ah, j'aime bien cette définition. C'est vraiment un moment de se dire, attends, j'ai des besoins émotionnels, il y a des choses qui se passent, même dans une situation critique, est-ce que je suis toujours moi-même? Et quand tu rentres en résonance avec toi-même, l'histoire nous montre, des études en psycho, cognitive, sociale, etc., nous montrent qu'en fait, tu traverses plus facilement l'orage. Et la chance, c'est vraiment une compétence qui te permet d'apprivoiser l'inattendu, que l'inattendu soit une bonne ou une mauvaise surprise. Et tu vois, il y a un truc, tout ce que je te dis là, c'est des choses qui sont super faciles en fait à mettre en place. Et moi, j'ai une vraie certitude dans la vie, j'en ai pas beaucoup parce que tu sais, je suis quand même un chercheur, je remets en cause les trucs et tout. C'est que les grandes vérités sur l'espèce humaine sont celles qui sont aussi les plus élémentaires, sont les plus simples. Aussi simples qu'un gamin peut les comprendre. Mon bouquin, ou les bouquins que j'écris, tu vois, ça c'était le 6e, je suis en train d'écrire le 7e, à chaque fois je fais relire à ma fille. Alors, pour les derniers, parce que là elle a 10 ans, et s'il y a un truc qu'elle comprend pas, alors des fois j'évite des passages, tu vois, avec Ouais. Nando Parado, bon, bref, tu vois, des fois je m'auto-censure pour pas créer de trauma chez elle, mais à chaque fois je lis avec elle, et si elle comprend pas, je réécris. Ah, c'est intéressant ça comme pratique. Tu sais, on est dans une société très sophistiquée, très... on croit que parce que tu as un discours qui est chiadé, qui est très, tu vois, Complexe. voilà, avec des mots à triple, quadruple sens, qui sont tirés dans tous les trucs, avec des tournures de phrases alambiquées, que dans une seule phrase, tu as 5 ou 6 mots compliqués, on pense que c'est intelligent et que c'est cohérent. Exactement ça. Et C'est c'est exactement faux. ça. Et je vais te donner une anecdote. Je ne devrais pas le dire comme ça publiquement, mais je vais taire le nom de la personne. Je suis ami avec quelqu'un qui a un énorme best-seller dans un domaine très particulier du monde de l'entreprise. Mais il vend énormément de bouquins. Type super sympa. Et à un moment, il m'exposait, il me pitchait son dernier bouquin. Et là, moi, je lui dis, écoute, je ne suis pas sûr d'avoir saisi tout ce que tu me dis. Je ne sais pas entièrement... est-ce que tu peux juste me réexpliquer? Donc là, il tente une V2, une V3, une V4. Bon, on arrive à la V10. Et là, il me regarde. Mais tu vois, je te jure, un moment de sincérité dans ses yeux. Et il me dit, écoute, je crois que ce que j'écris dans mes bouquins et que ce que je raconte dans mes livres depuis plus de 15 ans maintenant, je ne le comprends pas. Waouh. Le mec, C'est je dis, attends, là, on va aller boire un verre. Attends, on va pas rentrer dans une phase dépressive et tout. Mais le mec, avec ce conseil, dit effectivement, et puis c'est un type qui est adulé parce qu'il a un langage qui est très esthétique. Par contre, il me dit effectivement, en fait, je comprends pas ce que je raconte. Donc bon, bref, on a plein de débats, de discussions, etc. Et moi, je crois vraiment, tu sais, moi, mon maître à penser, il n'existe plus, mais c'est Stephen Jay Gould. C'était un paléontologue
extraordinaire, qui écrivait des pages dans Le Monde qui étaient extraordinaires. Moi, j'invite tout le monde, il y a plein de choses accessibles sur le net. Stephen Jay Gould. Et il disait une chose élémentaire, il disait la vie préfère souvent la simplicité à la complexité. C'est très C'est vrai. nous qui C'est complexifions vrai. tout. Mm. Toi, on veut tout mettre sous équation, sous algorithme, sous je sais pas quoi, on se cache derrière tel ou tel diplôme, pensée qu'on a emprunté à je sais pas qui. Alors que la vie, elle est hyper simple en fait. Il y a des choses très, 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 très simples. Et quand tu as compris ces choses simples, bah, derrière, ça fonctionne. Toi, il y a un autre truc que me disait par exemple Captain Hook. Il disait quand j'ai un problème, c'est un truc comme ça, c'est venu une fois, mais après, je l'ai rentré dans mes process de résolution de problèmes. Tu vois, il en a fait un espèce de mantra. Il dit, dès qu'il y a un problème qui se pose à moi, et que c'est un peu complexe, avec beaucoup d'enjeux, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me poser ce problème dans ma deuxième langue. Ah, ça c'est intéressant. Moi, c'est vrai que j'ai remarqué que quand je parle anglais, par exemple, ou quand je réfléchis en anglais, je réfléchis différemment. Ah ben, tu as tout un process qui est différent. Et imaginons, je rebondis sur ton exemple. Pour la plupart des gens, c'est la deuxième langue, c'est l'anglais. Quand tu as un problème, tu vois, d'un truc qui te préoccupe et que tu te poses, alors c'est avec ta petite voix intérieure, hein, c'est pas une voix projetée, tu te parles à toi-même. Et toi, where is Brian? T'essaies de répondre à cette question. Bon, là, on a tous la réponse. Mais il faut se poser la question dans cette deuxième langue et essayer d'y répondre dans cette deuxième langue. Dans ta deuxième langue, généralement, tu disposes de moins de mots. Tu as un vocabulaire qui est moins riche. Le bilinguisme, c'est un espèce de fantasme neurologique. C'est comme, tu vois, je sais pas, les gamins ou quelqu'un qui joue au foot, tu as toujours un pied plus fort que l'autre. Et des fois, on peut dire, ah, tiens, il est ambidextre. Non, il y a toujours un qui est un peu plus fort. Alors, on part de ce principe qu'on a un dictionnaire de mots qui est moins élaboré, moins développé dans ta deuxième langue. Et en plus, quand la structuration de ta deuxième langue, elle est plus simple, tu vois, l'anglais, c'est simple, les anglais, straight to the point. Très, très simple. Tu vois, tu vas directement au truc. Il y a moins de mots comme dans la langue française à quadruple, quintuple sens qui peuvent créer de la confusion, etc. Ben, en fait, quand tu commences à réfléchir et à penser dans cette deuxième langue, tu restes au contact du matériau premier qui est l'émotion. Tu vois, le fameux panneau signalétique qui a un truc à te dire, qui toque à ta porte, on dit, ah, j'ai un truc élémentaire à te dire et qui concerne le maintien ou l'optimisation de ton niveau de bien-être. Il faut m'écouter. Bah là, si tu veux, tu lui donnes en fait une libre expression. Alors que quand tu rentres dans un processus de maturation où tu es en rumination avec toi-même, tu cèdes à cette saloperie qu'on appelle la réunionite aiguë, notamment dans les entreprises où c'est des trucs à n'en plus Oui, finir, ça c'est vrai ça. bah tu t'éloignes en fait. Tu t'éloignes du problème, de la vraie nature du problème et tu crées du brouillard. C'est super intéressant parce que j'aime beaucoup cette astuce qui est très concrète, tangible, de reformuler son problème dans une deuxième langue. Moi, je réfléchis par exemple aux personnes qui nous écoutent et qui se disent bah, j'ai envie de créer de la chance dans ma vie. Déjà, je trouve que c'est important aussi de se rendre compte que la chance, c'est quelque chose qu'on peut créer. Mais qui se disent, bah, toute ma vie, moi, j'ai pris l'habitude de prendre les choses très, très au sérieux. J'ai grandi dans une famille où tout était très tragique, grave, Mm. lourd, tu vois. Et c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis des décennies et des décennies. Comment je peux faire aujourd'hui pour pouvoir prendre les choses avec plus de légèreté, réussir à rire de moi, de mes Mm. problèmes parce que je suis je trouve que c'est un point incroyable que tu as fait, qui est, je me suis rendu compte, moi, dans ma vie personnelle, que à chaque fois que je suis stressée, inquiète, que je prends un challenge ou un enjeu très au sérieux, j'arrive pas à le régler, en fait. Ça devient hyper, hyper difficile, très Mm. lourd, il y a beaucoup de résistance. Du coup, je suis curieuse, comment est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont la sensation d'être un peu conditionnées comme ça, comment est-ce qu'elles peuvent changer ça? En fait, il y a une rencontre que j'ai faite dans ce bouquin qui, moi, m'a secoué de fou. Et là, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans des situations où finalement, il n'avait plus trop le choix. Et cette personne, je lui rends d'ailleurs hommage dans le livre, il s'appelle Damien Meurice. Et Damien, il y a 2 dates qui le caractérisent. C'est le 13 novembre 2015. Donc, tu vois, il était dans la fosse, Bataclan, tout ça, compliqué. Et il y a le 11 septembre 2018, donc 3 ans plus tard, où là,
Ben, il rentre d'une répétition avec son groupe de rock. Et si tu veux, il est au volant de sa Titine, c'est comme ça qu'il appelle sa voiture. Et la blackout totale, accident. Sa voiture fait plusieurs tonneaux. Il se réveille paralysé des deux jambes. Donc vraiment, tu vois, il a perdu l'usage de ses deux jambes. Il se réveille à l'hôpital. Et là, Damien, donc tu vois, là, il a qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu vois, là, tu es poussé dans tes retranchements. Là, je prends la forme la plus ultime de t'as pas le choix en fait. Il t'arrive ça. Et Damien, il a un questionnement à ce moment-là qu'ont à peu près tous les super chanceux, toutes les personnes qui arrivent à transformer le négatif en positif. Alors lui, il le formule comme ça. Il s'est posé cette question à lui-même. Et cette question est la suivante. Il fait, mais en réalité, qu'est-ce que je suis prêt à perdre dans la vie? Il se pose cette question ultime. Et je vais te partager sa réponse. Damien, il me dit, ben moi, j'étais pas prêt à perdre mes deux mains. Pourquoi? Parce que le mec, c'est un joueur de gratte, de guitare. Et chaque fois, alors sans mauvais jeu de mots, qu'il a un coup de blues, il joue de la guitare et la guitare, c'est sa thérapeute. Et il se sent mieux. Il dit non, tu vois, il a la musicalité en intraveineuse. Il dit la tête, je suis pas prêt à perdre la tête. Quand je vois toutes les personnes avec des maladies dégénératives, Alzheimer, etc., c'est compliqué. Tu vois, t'arrives plus à te projeter, t'as plus de vision de la vie, tu dépéris, c'est compliqué. Il dit, en fait, j'en suis arrivé naturellement et très rapidement à la conclusion que la seule chose que je pouvais perdre, ce sont mes jambes. Et Wow. basta. Et le mec, il a fait comme ça. Alors, c'est pas un micro-deuil, hein. Le macro-deuil d'une énorme perte ou d'une énorme contrainte, en fait, dans sa vie. Et Damien, alors, il s'est pas relevé physiquement, mais il s'est relevé comme ça psychiquement. Et Damien, il a toujours cet esprit rock'n'roll, il avance, il lui arrive plein de trucs, etc. Et il arrive à chaque fois à faire face à des coups durs. Et à chaque fois, il se remémore cette phrase. Et je t'assure, rien que d'en parler, mais réellement, parce que c'est quelqu'un qui m'a touché au plus profond de moi, vraiment. Depuis que j'ai fait cette rencontre, il n'y a pas une semaine où je me pose pas cette question. Et ça te permet de vachement relativiser deux, trois trucs. Donc, le conseil que j'ai à donner aux personnes qui se sentent étriquées, condensées, confinées, tout ça, c'est un moment. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que tu peux en réalité abandonner dans cette vie? Et qui finalement, voilà, tu vas toujours pouvoir avancer comme ça. Et après, pour relativiser aussi la chose, c'est important de, par exemple, pas se comparer à plus chanceux que soi. Va pas comparer ton salaire à celui d'Elon Musk. Ça sert à rien. Ou Ça, de ouais. rêver, tu vois, de tiens, en un mois, je vais gagner mon premier million de. Non, ça marche pas. Et puis, autre chose, derrière, dis-toi que tu as un accident cosmique, alors, au sens astrophysique du terme. Moi, j'échange beaucoup avec des astrophysiciens, des mathématiciens, médaillés Fields. J'avais une correspondance avec Stephen Hawking, à l'époque, il devait préfacer d'ailleurs un de mes bouquins que j'aimais beaucoup, mais qui était vraiment dans la phase compliquée de sa vie. Et toutes ces personnes-là te disent toujours, mais en fait, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est-à-dire que prends la graine de la vie de l'espèce humaine. Rembobine le film de cette vie-là, plante la graine au même endroit. Tu recrées exactement les mêmes conditions à l'identique. La probabilité est juste extraordinairement élevée que jamais l'espèce humaine n'apparaisse sur Terre. Donc on est un espèce de truc improbable. Les grands gagnants je sais pas, du loto, de l'euro-million, c'est nous en fait, on s'en fiche de l'euro-million et du loto. On est des bipèdes capables de socialiser, de s'émouvoir. On a un CDD de vie sur cette petite boule bleue. La question, c'est qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu fais de ça? Et moi, je vois trop de personnes qui se gâchent et qui, notamment arrivées à la cinquantaine, regardent dans le rétroviseur de leur vie et ont que des regrets. Toi, des regrets d'avoir été toxique de manière récurrente, d'avoir été ce que moi j'appelle des enflures toxiques. Alors, quand tu boostes ton niveau d'intelligence émotionnelle, quand tu travailles ces compétences-là, tu es moins toxique pour autrui. Et il y a une question d'écologie humaniste. Tu sais, on parle souvent des petits oiseaux, du CO2, c'est important. Mais dans ce grand chapeau de l'écologie, tu as aussi l'écologie humaniste. Quelle est l'empreinte émotionnelle que je veux laisser à autrui? Ah, j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Tu Parce vois, est-ce que je suis que. un pollueur ou est-ce que je suis quelqu'un qui fait le tri aussi dans sa vie, qui a une action qui est bonne pour soi, qui est bonne pour autrui? Est-ce que tu as envie d'être Dark Vador ou un Jedi, tu vois? Toi, Et moi, je vois trop de personnes qui, à 50 ans, parce que quand tu prends conscience que tu as été une enflure toxique certifiée, donc tu vois, tu as vraiment fait beaucoup de mal.
aux autres, et en faisant du mal aux autres, à un moment, tu te fais du mal à toi-même. Que tu as écrasé l'autre, que tu as placé l'autre en position de gênance, d'infériorité, juste pour faire valoir ton point de vue, etc., etc. Et que ça monte à un moment à la surface de ta conscience, eh bien là, à un moment, tu as une baisse d'estime de soi qui est très forte. Et c'est généralement là où tu as un ticket direct vers le burn-out, vers des phases dépressives, vers des choses comme ça, ou des troubles un peu. Tu peux générer de l'angoisse, de l'anxiété forte, etc. Et donc là, tu commences à te faire du mal. Donc l'idée, c'est de se dire, plutôt que de polluer toute sa vie, voilà, fais autre chose. Il y avait une phrase de Desmond Tutu, feu Desmond Tutu, un de mes prix Nobel de la paix préférés, qui disait à peu de choses près ça, il disait, faites le bien par petits bouts, entre guillemets, par petits bouts de bien. Et tous ces petits bouts de bien accumulés, ça créera un grand bien pour l'humanité. La contagion émotionnelle bénéfique, c'est ça en fait. Et on est trop de gens à jeter des idées, à jeter des jugements sur autrui ou à contraindre l'autre, comme on jette en fait une bouteille plastique à la mer. C'est Le vrai. problème, c'est que le plastique, ça se détériore pas facilement, c'est pas super biodégradable. Donc ce truc-là, il reste ancré dans la tête et dans la physiologie de l'autre. C'est plus compliqué à décroter ce type d'émotion qu'un truc, un compliment, qu'une écoute active, etc. Et en plus, cette bouteille de plastique psychique que tu as achetée à la mer, c'est les autres, hein. Une espèce de grande mer vibratoire, on est tous interconnectés émotionnellement. Eh bien, elle est invariablement charriée, cette bouteille de plastique, par la mer, elle revient sur la plage. Ouais, c'est vrai. Et elle te revient comme un boomerang en pleine tête. Et quand tu accumules cette espèce de déchetterie psychique, au bout d'un moment, eh bien, la montagne de déchets, elle devient compliquée à assumer seule. Et c'est là où, généralement, il peut arriver d'un point de vue psychosomatique. Des choses désagréables, troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles digestifs, des pensées un peu bizarres, des phases dépressives, une décroissance de ton niveau de bien-être, une décroissance de ton envie tout simplement des fois de vivre en fait, ou d'avancer, d'interagir avec autrui. Et là, ça devient compliqué. Donc tu vois, tout ce que je te dis là devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est clair. Parce que en fait, on a plein de solutions en nous, et quand tu développes par exemple ton intelligence émotionnelle, on sait que tu as moins de carences là-dessus, tu es moins toxique et tu es moins... Quelque part, tu consommeras moins aussi de boîtes d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Il y a une étude qui a été publiée par une collègue belge qui est Moira Mikolasek, qui est une ponte dans la recherche sur les émotions. Et Moira, elle a un truc qui est hyper... elle a publié ce papier qui est hyper intéressant avec un économiste célèbre. Et ils ont réussi à démontrer que si tu augmentais de 10% les scores d'intelligence émotionnelle des enfants, tu réduirais de 10% plus tard au stade adulte les coûts de santé associés à des carences en intelligence émotionnelle qui te font consommer des antidépresseurs, des boîtes d'anxiolytiques qui, à un moment, avaient permis je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'accentuer le trou de la sécurité sociale, tu vois. Ouais, je crois que j'ai entendu parler de cette étude. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent je suis convaincue, il faut que j'augmente mon intelligence émotionnelle. Je pense qu'on a tous une part de toxicité en nous à un moment donné dont on prend conscience et qu'on apprend à régler. Ce serait quoi ton conseil? Un conseil, quelque chose qui pourrait peut-être les aider dans leur quotidien pour augmenter leur niveau d'intelligence émotionnelle? Alors, je peux t'en donner plusieurs. Alors déjà, c'est pas pour faire la promo du bouquin, mais dans le livre, donc c'est l'avant-dernier, la contagion émotionnelle, tu as un petit test déjà pour mesurer quel est ton niveau de toxicité. Parce qu'entre l'enflure toxique certifiée, qui a fait presque de l'enflurie toxique un métier, tu vois, comme un politique ferait de la politique son métier, et quelqu'un, comme tu dis, parce qu'on est tous à un moment le con ou le toxique de quelqu'un. Il y a des études qui commençaient à te montrer que, par exemple, même quelqu'un de très gentil va avoir dans son entourage proche à peu près 20 à 30% de gens qui le détestent. Enfin bon, bref, tu vois. Donc après, une enflure toxique certifiée, bon là, c'est un en autre frôle, niveau. voilà, on est au-dessus du 90%. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, faut se jauger. Tu vois, t'en es où? Parce que souvent, les gens n'ont pas une vision, n'ont pas une lucidité de soi concernant ça. Tu vois, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, ou quelqu'un qui est viscéralement jaloux, c'est compliqué pour cette personne de reconnaître ça, parce qu'il y a un jugement social, il y a tout ça. Donc là, le petit test, faut le faire. D'ailleurs, moi, je me souviens, quand je faisais la promo du bouquin sur les plateaux télé et tout, et que je parlais de ça, je recevais plein de courriers lecteurs, lectrices, de gens notamment en entreprise,
qui avaient mis dans le casier, soit de leur boss, soit d'un collaborateur, Waouh. le livre, tu sais, avec le marque-page où il y avait le Sur test. le test de Et donc, quand tu as le toxicité. manager, il disait qui a mis ça dans mon truc. Donc, ça suscitait des réunions, mais ça décadenassait certaines situations. Bon, bref, tu vois, c'est pour le trait, mais ça permet déjà ça. Et alors, après, une fois que tu as ton diagnostic, comment tu réduis cette toxicité? On n'a pas encore publié ce papier parce qu'on manque de temps un peu, mais on a des résultats là-dessus. Faudrait développer son intelligence émotionnelle. Alors, tu vas me dire, comment tu développes ton intelligence émotionnelle? Donc, on a créé un test. Alors, pour le moment, il est accessible pour les gens d'entreprise. Enfin, tu peux y aller sur le site, tu peux le faire toi-même, mais c'est un test qui a été spécifiquement dédié aux managers, entrepreneurs, dirigeants, etc. Et qui s'appelle le QE Pro. QE pour quotient émotionnel, pro professionnel. Quand tu passes ce test, qui est un vrai test de performance, c'est-à-dire que tu dois performer, en fait. Tu sais, c'est comme quand tu fais je sais pas, une matrice de Raven, un test de Wechsler, etc. Tu dois, par exemple, des suites logiques, tu dois dire quelle est, entre A, B, C ou D, la bonne réponse. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Nous, la réponse est jugée bonne par des croisements d'études en neurosciences sociales, en psychocognitive différentielle, etc. Bon, bref, et de l'observation terrain. Et là, quand tu passes ce test-là, derrière, tu vas avoir plusieurs scores, tu vas avoir 10 scores, et tu sauras finalement quels sont les sous-dimensions, les sous-compétences que tu dois renforcer. Et ça, on est plutôt fiers de nous parce que c'est le premier test au monde de performance dédié à cette population d'entrepreneurs, etc. Et pour une population francophone. Toi, c'est pas une énième adaptation d'un test américain où on voit bien, nous, d'un point de vue statistique, ça fonctionne pas. Il y a des biais culturels, il y a plein de choses, et ça ne prend que 25 minutes. C'est-à-dire, on s'est lancé un challenge, on a mis quand même 2 ans et demi pour le développer. Moi, au début, je voulais pas y aller, mais je me suis dit, attends, j'ai 2 enfants, j'ai une vie sociale, j'ai un truc, je sais que ça va être... Bon, mais tu vois, on y est quand même allé, on a trouvé la motivation pour. Et on en est très fiers aujourd'hui. Ce test-là, 25 minutes, tu le passes. Tu as t'as ce diag qui est établi, et derrière, tu peux faire appel à, nous, on forme des psychologues, des coachs, des thérapeutes à l'utilisation de l'outil. Et derrière, tu peux te faire accompagner avec une méthode scientifique. Toi, ma co-auteure, elle est docteur en psycho. Dans nos équipes, il y a quasi que des psychologues, etc. Donc, on est vraiment sur un aspect, on veut proposer un truc accessible aux gens, mais avec vraiment un fondement scientifique qui est très, très, très poussé. Donc, 25 minutes pour avoir ton espèce de profil émotionnel. Ça, on a ça. Après, il y a une app qui est totalement gratuite qui s'appelle Dr Mood, DR plus loin Mood, M-O-O-D. Alors, il n'y a pas d'exploitation des données, il n'y a rien vraiment. C'est un truc vraiment philanthropique qu'on a fait avec Moira Mikolasek que je citais précédemment. Et Dr Mood, il t'aide. Donc, c'est de la vulgarisation. Là, on est un peu moins sur l'aspect. Mais il t'aide au moins à mettre un mot sur ce que tu ressens. Et on est dans un des pays où on a le plus de mal à finalement labelliser ce qu'on ressent, tu sais, nos ressentis intérieurs. Et le problème, c'est que si tu mets pas un mot sur ce que tu ressens, comment veux-tu, entre guillemets, traiter la chose? Comme si tu vas chez le docteur, il pose pas le diag, la probabilité est très forte que son ordonnance fonctionne pas. Donc ça, c'est un truc qui est important. Donc on a un panel d'une 20aine d'émotions, le mépris, la jalousie, la sérénité, la joie, la tristesse, la surprise, la peur, le dégoût. Bref, la honte, la culpabilité. Donc tu as des questions tant psychologiques que physiques et qui vont te permettre à un moment, eh bien, au bout d'à peu près 1 minute 30, de dire la probabilité est forte que ce que je ressens, c'est ça. Et là, on te définit ce que tu ressens, quelles sont les causes, pourquoi tu ressens ça en fait, les bénéfices et les inconvénients à ressentir ce que tu ressens. Et derrière, le docteur Mood, il donne 2-3 petits conseils. Donc, on va dire c'est une première approche. C'est moins puissant que voilà, un test psychométrique, etc. Mais ça permet déjà de t'entraîner à mettre des mots et à développer ton dictionnaire émotionnel, qui pour certains est super maigrichon en fait, est beaucoup trop fin, peu élaboré, et ça fait que quand tu as un alphabet émotionnel qui est peu développé, c'est compliqué et d'exprimer tes besoins et de comprendre ceux des autres. C'est très vrai. Je trouve que c'est des super bons conseils et du coup, ils ont juste à télécharger l'application Ouais, ou OK. iOS, Android, ça c'est Dr Ouais. Mood. Et un autre conseil, c'est lire des romans de fiction. Ah ouais? Alors le mieux, C'est la c'est première fois que j'entends ça. le J'entends caméléon de Tchekhov, ça déchire. Après, tu peux faire d'autres choses un peu plus vulgarisées. Mais quand tu lis des romans de fiction, ça c'est pour ceux qui ont un profil plutôt Robocop. Métallique, les Ah! émotions, tu vois, c'est un peu distant, etc.
c'est pour booster leur empathie. Et des études, donc c'est des neuroscientifiques nord-américains qui ont publié une étude super intéressante là-dessus. Et quand tu lis en fait ce type de roman, vu que la personnalité, la psychologie des personnages, elle est super chiadée, tu lis le Caméléon de Tchekhov, c'est fin. L'analyse de grain de la psychologie des personnages, c'est extraordinaire. Eh bien, toi, tu as une classe de neurones qu'on appelle les neurones miroirs, que certains appellent les neurones empathiques, que moi j'appelle les neurones paparazzi, qui vont photographier. Tu as toutes les situations des personnages. Plein de photographies comme ça en rafale. Et tout ça va rentrer dans ton album photo de souvenirs émotionnants, on l'a déjà évoqué précédemment, et qui fait que dans la vraie vie, quand un jour tu seras confronté à une situation qui est très proche de celle d'un des protagonistes du bouquin, eh bien, qu'est-ce que vont faire tes petites cellules grises? Elles vont activer en fait ce souvenir-là. Et derrière, eh bien, tu vas te dire, je vais analyser quel était le comportement de tel ou tel de ces protagonistes et si ça marchait ou pas. Est-ce que ce comportement a été gagnant ou perdant? Et il se trouve qu'en fait, ces situations qu'on pourrait penser totalement fictives, elles ne le sont jamais vraiment parce que ça sort soit du vécu de l'écrivain, soit le type, il l'a observé, soit il l'a vécu lui-même, soit à un moment, il a vu une stat, soit il a capturé un moment, au moins un bout de cette situation. Donc, il y a quelque chose de très empirique. Il y a un fond de tarte qui est réel. Donc, ce fond de tarte réel, il peut te servir aussi. Et donc là, on a remarqué qu'effectivement, les gens, lorsqu'ils commencent ou même binger, tu peux binger des séries télé. Si tu regardes, moi j'adorais à l'époque, ça te montre à quel point je suis vieux, mais Desperate, Housewives. J'adore, moi, c'est une de mes séries préférées. Mais toi, tu avais la psychologie, tu arrivais vraiment à profiler chacune des protagonistes. Et il y a des études qui te montrent que quand tu regardais la saison d'une seule traite, tu bingeais, tu gloutonnais la série, tous les épisodes en une seule nuit, eh bien, il y avait un boost au niveau de ton empathie. Ça, ton cerveau aussi, parce qu'il papardit à fond, et il classe. Et en fait, il classe tout ça dans la même famille. Si tu veux, c'est un rangement plus facile. On parlait beaucoup pendant le Covid, tu sais, de comment tu ranges tes armoires, tes trucs. Pour lui, c'est facile parce qu'il a tout photographié d'un seul coup. Donc, tout va dans la même armoire. Tu vois, il n'a pas à se soucier de tiens, ça, je dois le ramener dans cette armoire. Ça, je vais aller chercher cette info-là, etc. Et donc, derrière, lorsque tu seras confronté à une situation proche de ce qu'a vécu Gabriel Solis, ou je sais pas, bref, eh bien, tu vas avoir un petit tilt. Ton cerveau émotionnel va t'envoyer un message en disant j'ai peut-être la solution en magasin. Mais justement, ça, c'est un sujet sur lequel je suis hyper curieuse d'avoir ton avis parce que pour moi, du coup, c'est vraiment un impact que je ressens beaucoup dans ma vie, l'influence des films, des livres, etc. Est-ce que c'est quelque chose de positif dans le sens où, moi je pense que ça peut être quelque chose de positif, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention, entre guillemets, à ce qu'on consomme comme film, comme livre, comme... Oui, non, mais tu as raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te prends toi, une bonne série de qualité livre. premium et un livre de bonne qualité parce que effectivement derrière la description, le décryptage des personnages, il est top. Donc c'est vrai que c'est... Toi, moi je vois, même si j'ai un conseil de lecture, tu lis à un moment La Peste de Camus, c'est puissant, il y a des choses puissantes. Maintenant, ça existe en manga. Moi, j'ai commencé à le lire pour le proposer à ma fille après et tout. Mais quand tu t'attaques comme ça à des monuments, c'est chouette. Et tu te dis, effectivement, là, il y a une qualité dans l'analyse, une qualité dans la description qui est très élevée, en fait. Et donc, voilà, tu t'inspires. D'ailleurs, c'est comme, tu vois, je sais pas, c'est comme manger. Tu as le choix entre du fast-food et un truc mieux. Alors, voilà, il y a un coup, il y a un machin. Mais derrière, ton corps, en fait, il te fera signe. Il reconnaîtra ce qui est bon, ce qu'il a bien ingéré. Et d'ailleurs, il y a une incidence sur ce que tu manges. Parce que quand on parle d'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, on arrive à tracer sur des écrans d'ordinateur en direct live grâce à l'imagerie médicale le parcours d'une émotion. De sa naissance à sa régulation, à sa transformation en une prise de décision. Tu vois, moi, je bosse avec pas mal de neuroscientifiques, il y a plein de choses. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que l'intelligence émotionnelle, ça ne se passe pas que là. Ça se passe aussi dans ton deuxième cerveau. C'est vrai. Et il y a des travaux qui te montrent aujourd'hui que cette centaine de millions de neurones qui tapissent les parois intestinales, en fait, ils communiquent avec les neurones du haut, soit par voie électrique, le nerf vague, le plus grand nerf là, comme ça qui traverse tout le corps, soit par le flux sanguin, et il envoie des messages. Et
c'est pour ça que je te parle de ça, c'est que quand tu te maltraites un peu avec de la malbouffe, produits trop transformés, que tu consommes par exemple trop, mais vraiment trop de viande rouge, je sais pas à dire, voilà, mais vraiment trop de manière excessive, eh bien ça fait naître chez toi des pointes d'angoisse, mais qui sont totalement fictifs. C'est des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen, tu souffles dessus, ça s'effondre. C'est du fake, c'est du cinéma en fait, c'est un décor de cinoche à Hollywood. Mais le problème, c'est que si tu fais naître tous ces feux d'angoisse à différents endroits, il y a différents niveaux, tiens, là, elle est déjà en train d'être traitée tiens, dans le cerveau. En fait, ton cerveau, il va se faire avoir comme un bleu. S'il n'est pas développé d'un point de vue intelligence émotionnelle, il va sortir sa tenue de Sam le pompier. Oui, j'ai des enfants. Et derrière, il va vouloir éteindre tous les incendies, en fait. Et ça, c'est énergivore. Et au bout d'un moment, tu vas être en sur-régime et ton cerveau, poum, il va y avoir un petit problème Ouais, en c'est termes de vrai. fonctionnement. Donc, la malbouffe, elle a un impact direct. 95% de la sérotonine, donc c'est un neurotransmetteur qui est directement impliqué dans la régulation de l'humeur, des émotions, est produite par le cerveau du bas. 9 informations sur 10 échangées entre le cerveau du haut et le cerveau du bas se fait dans le sens bas vers le haut. Donc, ce qu'on croyait être une succursale, c'est peut-être le siège social aussi. Donc là, il y a vraiment un... Tu vois, dans une société où on prend plus le temps de vraiment manger. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu as un repas de midi et tout, si tu avales le truc chez toi tout seul ou tu es avec quelqu'un, en 5 minutes, c'est réglé, non seulement tu te fais du mal sur ce que je viens de dire, mais en plus, ça aide pas à l'investissement affectif vis-à-vis de l'autre. Tu crées pas de lien C'est dans la vrai. célérité relationnelle, en fait. C'est vrai. Donc tout est intimement lié. Donc tu vois, c'est pas par hasard que nos anciens prenaient le temps, en fait, entre guillemets, tu sais, quand on disait le temps de bien vivre. C'est pas une pause entre midi et deux qui va tout défoncer, en fait, dans ta vie. Elle est là et pour te faire du bien d'un point de vue neurobiologique et te faire du bien, et d'ailleurs les deux sont intimement liés, au niveau de tes relations avec autrui. Parce qu'avant, tu sais, on parlait de chance, de tout ça. Qui porte l'opportunité qui va te servir? C'est l'autre. C'est vrai. Ça, c'est très vrai, ouais. C'est... Tu vois, il y a une étude qui te montre que si tu prives un individu de 10 heures, alors 10 heures pas l'appli 10 heures, 9 heures plus 1 heure, 10 heures de temps, 10 heures de toute interaction sociale. Donc tu vois, un échange comme on a là de visu, en chair et en os, ou tu vois, un chat, SMS, un machin, peu importe, un coup de fil. Tu prives cette personne pendant 10 heures, ce que tu peux dire comme ça à brûle pour point, ouais, c'est pas non plus extraordinaire, mais 10 heures de temps, eh bien, tu as l'activation d'une zone du cerveau qui arrive et qui s'active lorsque tu as, par exemple, quelqu'un qui est paumé au beau milieu du désert et qui est totalement affamé et assoiffé. Waouh, Donc tout ça c'est pour te dingue. dire quoi? C'est-à-dire que quand on te prive de l'autre, d'interaction avec l'autre, on tape dans un besoin fondamental. Et c'est dingue, mais en fait, je me rends compte que je pense que c'est autant important que manger, que Mm. dormir, que je crois que la plus grande étude sur le bonheur, elle a été faite, je crois que c'était à Harvard, et ils ont montré que le premier facteur qui nous rend heureux, c'est nos Mm. interactions avec les autres, en fait. Et bien sûr, et puis on est des agents pathogènes d'émotion. C'est-à-dire que si à un moment l'autre est heureux, il y a une espèce de cercle vertueux, tu vas l'être. Il suffit de 21 millièmes de seconde pour qu'une émotion passe d'une tête à une autre, d'un corps à un autre. 21 millièmes de seconde. Il fallait à Mohamed Ali plus de 200 millièmes de seconde pour repérer un signal lumineux et réagir à ce signal par un uppercut. C'était quand même l'un des boxeurs les plus rapides de tous les temps. Ben, en 10 fois moins de temps, tu as une émotion qui va d'un individu à l'autre. Et c'est pour ça que, tu sais, quand je parle d'empreinte émotionnelle, on a tous notre responsabilité, en fait. Ouais, c'est vrai. Quel type d'agent pathogène tu as envie d'être? Quand tu sais que c'est si facile, on est plus de 7 milliards sur cette petite boule bleue, ben, à un moment, choisis ton camp, en fait. Choisis ton camp. Et c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour tes amis, la relation même avec quelqu'un dans la rue, que tu connais pas, si ton premier réflexe, c'est de vociférer, c'est de l'invectiver, c'est de ceci, bah, qu'est-ce qu'elle va te renvoyer, la personne en retour? Bah, la même agressivité que celle que tu as placée. Donc, et puis, ça résout rien, en fait. Donc, derrière, et puis on sait que ce type d'émotions ressenties trop fréquemment, qui deviennent alors des émotions toxiques, bah, ça atteint ta santé psychique, physique, etc. Donc, il y a un vrai. Si on s'aime un minimum, ou si on veut s'aimer un minimum, bah, aime aussi les autres. Commence par aimer les autres.
et mets-toi en mouvement. On a tout le temps d'être immobile, hein, ça s'appelle la mort. C'était Abraham Lincoln qui avait une phrase qui disait à peu près ça. Moi, je suis pas fan de toi les citations et tout. Je trouve qu'on en fait n'importe quoi, mais des fois, quand elles sont fortes et qu'en plus elles sont relayées par des belles études en euros et tout, c'est sympa. Il disait la chose suivante. Il disait il peut arriver des choses aux personnes qui attendent, mais simplement celles laissées par ceux qui ont foncé. Donc la chance, c'est le mouvement. Je suis Et d'accord. l'autre, il faut aller le chercher. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve que on a souvent tendance à attendre que les choses se passent alors qu'en fait, on change notre énergie quand on est en mouvement. Il y a une question que je me pose et je sais que beaucoup de gens se posent cette question. Tout à l'heure, tu as parlé de toxicité, hem, parfois on est entouré de personnes qui sont toxiques et ça peut être très contagieux pour nous et malheureusement, il y a des situations, des contextes où on peut pas vraiment fuir ces personnes. Tu vois, par Mmh. exemple, des personnes qui sont dans notre milieu de travail ou des personnes qui sont, je pense, à certaines personnes qui nous écoutent et qui ont des parents qui ont peut-être des comportements toxiques. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là, pour pouvoir, ne pas justement absorber cette toxicité et la relayer? Ta question, elle est hyper intéressante et je m'y suis un peu penché. Hem et donc ça revient donc à nouveau sur voilà, être au contact d'une enflure toxique. Alors ce que je vais te dire va peut-être te surprendre, c'est que dans un premier temps, je pense que, il y a des choses à apprendre de l'enflure toxique. C'est-à-dire je vais donner un cas, concret. Un jour, je donnais une espèce de macro-conférence et tout et à la fin de cette conf, il y a une dame très gentille qui est venue et qui m'a dit: «Ben, en fait, ben, moi là, je suis avec, quelqu'un qui est, extrêmement, toxique et avec quelqu'un dans son boulot en fait, hein, pas dans sa vie amoureuse, qui fait partie de son équipe et cette personne en fait, elle m'agace, elle me donne des boutons, parce qu'elle vient à chaque fois en retard en réunion. Donc tu vois, elle vient avec 10-15 minutes de retard et donc elle, si tu veux, ça la gonflait, ça la mettait dans des états émotionnels, mais tu vois, extraordinairement élevés. Et là, moi, j'ai posé une question, j'ai dit: «Mais est-ce que les autres collaborateurs, ça les énerve autant que toi?» Et elle s'est: «Ah tiens, j'ai en fait non. Non, c'est vrai que c'est pas aussi intense». J'ai dit: «OK». Donc moi, j'ai cette personne-là, elle a peut-être appuyé sur un point chez toi qui est pas encore réglé. Et donc là, je lui dis, juste comme ça, par hasard: «C'est quoi ton rapport à la liberté? À ton propre degré de liberté?» Et là, je la vois, tu vois, le visage qui se défait et elle me dit, «Bah, en fait, j'ai 5 enfants. Mon mari a un métier un peu machin. Moi, j'essaie de voilà, j'ai un métier, mais j'essaie de faire ce que je peux, mais je suis toujours contraint par les horaires. Je suis fatigué, j'ai pas le temps de me prendre du temps pour moi, et cetera, et cetera». Et en fait, son vrai problème à elle, c'était justement de s'accorder du temps, d'avoir un espace de liberté pour elle. Et le fait que lui vienne en retard, ça a Ça a réveillé réveillé son manque de exactement, ça a réveillé cette chose-là qu'elle allait jamais régler. Donc si tu veux, souvent, l'enflure toxique va appuyer sur un point que tu dois régler absolument. Et du c'est coup, bah, elle intéressant. a réaménagé sa vie. Elle a modifié plein de choses. Elle a eu un discours avec et ses enfants et son mari. Et elle m'a rappelé quelques semaines plus tard, peut-être un mois et demi. Elle dit: «C'est bon, j'ai changé des choses et étrangement, il m'énerve moins le gars». Donc ça, c'est le premier truc. Après, il faut pas rester collé à ce genre d'individus toxiques parce que tu peux avoir des gens avec des niveaux de machiavélisme, de perversion narcissique, des tendances psychopathiques qui peuvent te faire beaucoup, beaucoup de mal. Elles peuvent révéler aussi des choses chez toi, mais si tu restes constamment en contact à des niveaux élevés et que tu as pas réglé le truc, à un moment, c'est comme Icare, tu finis par te brûler les ailes. Tu vois, si tu es trop au contact de ce truc-là. Donc là, moi, le conseil que j'ai à donner, quand même, tu me dis des fois, oui, mais on peut pas s'extraire de son contexte familial, on peut pas s'extraire de son boulot. Bah, moi, je dis que si, en fait. Parce Bah, que si tu restes, tôt ou tard, les études te le montrent, notamment en anthropo et en psychosocial, t'en paieras le prix. C'est-à-dire, imagine, tu es dans une structure, tu es compressé. Alors, ça te paye, ça te remplit le frigo, ok? Ça te paye tes traites, tes machins, tout ce que tu veux. Sauf que derrière, on n'écoute pas tes besoins. À chaque fois que tu dis quelque chose, ça va pas. Tu es sous l'égide d'un pervers narcissique, etc. Mais au bout d'un moment, mais t'exploses en plein vol. Et là, derrière, on te retrouve à déambuler dans des couloirs comme des zombies médicamentés que j'allais voir moi, dans des cliniques privées en Suisse, d'anciens cadres
où tu voyais peuplé d'anciens cadres, de la place parisienne, londonienne et tout. Et les mecs, à un moment, alors qu'ils étaient musclés, même si le cerveau n'est pas un muscle, mais psychiquement, qu'ils avaient l'éducation, la mécanique, ils sont explosés en vol, en fait. Donc il y a ce côté à un moment, et pour t'illustrer ça, moi j'ai le souvenir là qui me vient, comme ça, d'un passage radio. Moi je fais souvent j'aime bien cette émission qui s'appelle Grand bien vous fasse sur France Inter avec Ali Rébi. Et à un moment, il y a une auditrice qui appelle. Et tu sentais qu'elle voulait me parler à moi. Tu vois, elle avait un truc, j'avais mes collègues, il y avait mes collègues psy là, qui étaient à côté et tout. Moi, je suis chercheur, donc tu vois, j'ai un peu, je peux être un peu plus direct dans mes propos. Et donc là, elle me dit, bah écoutez, alors voilà, moi je suis avec quelqu'un, ça fait plusieurs années, on en est à notre 2 ou 3e thérapie de couple. C'est quelqu'un qui est extrêmement agressif verbalement. Quand on te dit ça publiquement, tu as tout de suite un tilt, tu dis, ok, peut-être cette personne est aussi agressive physiquement. Ok, tu vois, c'est Ah. si tu veux, tu es sur un espèce de fil, ouais, enfin, c'est très, la frontière, elle est très très fine, quoi. Et elle me dit, voilà, on a peu de choses en commun, etc. Bah, qu'est-ce que tu me recommandes? Je dis, tu veux vraiment que je te délivre ma réponse? Et je sais que tu la connais déjà, en fait, ma réponse. Tu sais ce que je vais te dire. Elle était venue chercher, entre guillemets, un garant, tu vois, docteur, etc. Un garant, voilà, un garant, pour juste lui dire, en fait, arrête tes conneries. Moi, je lui ai dit, arrête, ça fait 10 ans ou 15 ans que tu es englué dans un couple, dans ce couple-là dont la dynamique est absolument pas bonne. Tu as déjà, entre guillemets, tu as 10-15 ans de consommer, et alors je reprends l'expression du CDD de vie, etc., sur une espérance de vie de stop, là on ferme les vannes, Mais moi, j'ai une barre-toi question. en fait, Ouais, je suis d'accord avec au ça. revoir, ciao, allez, tu vois, enfin, ouais, pars, quoi. Et on se rend compte quand même, tu vois, quand tu fais le grand saut, au final, tout ce qu'on a, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, tout ce qu'on a fantasmé en termes de difficultés. Parce que j'ai bien conscience que des fois, on est dans des boulots, et même souvent dans des boulots parce que c'est alimentaire, parce que ça te. Mais à un moment, tu peux pas faire ça aussi toute ta vie. À un moment, il faut quand même que tu aies un minimum de passion. Regarde le temps qu'on passe en fait au travail. Pour ceux qui ont voilà, un boulot fixe, etc. Le nombre d'heures qu'on passe là-bas, si c'est pour être dans la pénibilité, être écrasé, etc., ton corps et ton esprit n'est pas préparé à ça en fait. Il ne peut pas dans la durée, il explose, c'est Challenger en plein vol en fait. Donc à un moment, moi je trouve qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour rester englué, encrassé dans ces systèmes-là qui tôt ou tard auront ta peau. C'est vrai ce que tu dis. Et Et après, tu seras même plus bankable, c'est-à-dire qu'à un moment, tu sors totalement, tu vois, endommagé de ça, abîmé, tu vas mettre un certain temps pour rebondir en fait. Et pour être de nouveau, tu vois, employable sur le marché, mais tu vas traverser des phases dépressives, des machins, donc tu n'auras rien gagné au final. mais justement, ça me fait penser à une question que j'ai et que je pense que beaucoup de personnes ont. C'est pourquoi est-ce que, malgré le fait qu'on soit très conscient de ce qu'on devrait faire, on n'arrive pas forcément à le faire? Donc, c'est-à-dire que pour moi, on sait tous ce qu'on est censé faire. Tu vois, toi-même, tu l'as dit, cette Mm. femme, elle t'a posé la question, mais elle savait déjà, en fait, très bien ce que tu allais lui dire. On sait la plupart du temps ce qu'on devrait faire ou ce qui est bon pour nous. Et pourtant, dans tellement de cas, on n'arrive pas à... Alors j'ai une réponse très précise à t'apporter. Pour moi, c'est une question de gestion de l'angoisse et de la peur, donc d'une des dimensions de l'intelligence émotionnelle. Parce que qui dit gestion de la peur dit, entre guillemets, prise de risque, dit notion de courage. Le courage, c'est quoi? C'est une prise de risque à un moment. Donc, c'est une gestion de l'angoisse et de la peur. Et si, tant que tu n'as pas renforcé ce type de compétences, et on peut le renforcer, mais après, on se dit, les gens se dispersent, vont sur plein d'éléments différents, etc. Alors que c'est ça le nœud de la guerre. Si tu commences à travailler sur ta régulation de la peur, tu travailleras justement sur la prise d'initiative, sur la prise de décision. Tu sais, je te disais, à un moment, on ne prend pas assez de décisions dans nos vies. Et donc sur cette notion de courage. Donc tout ça, c'est une notion de courage. Donc c'est une notion de gestion émotionnelle. C'est quoi les stratégies en termes de régulation émotionnelle? Je vais te donner un truc tout simple pour expliquer, mais il y en a plein des stratégies de régulation émotionnelle. Mais celles qui sont bien, si tu veux, balisées dans mon univers, qui est l'univers scientifique. Tu as ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. Je te donne un exemple. Tu es face à un recruteur et au milieu de l'entretien,
commence à te poser des questions un peu déroutantes. Tu vois, c'est hyper challenge, c'est surprenant ce qu'il te raconte et tout. La réaction de pas mal de gens, ça va être de se dire, eh punaise, mais en fait, quel con, quoi. Ou il m'en veut, ou c'est pas des méthodes, ou c'est pas éthique, ou peu importe. Tu vois. Et donc, tu vas commencer, ça va générer chez toi un petit peu d'angoisse, tu vas être en repli, tu vas générer tout un tas de trucs désagréables, et tu vas perdre le fil des choses. Et donc, finalement, la qualité de ton entretien, elle va être bof. Ce qu'on remarque, tu as quelqu'un d'émotionnellement intelligent qui est face à ce même recruteur. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue mécanique émotionnellement intelligente? Cette personne va se dire, ok, donc là c'est un truc inhabituel. Ben moi je pense, alors c'est pas se raconter des trucs, hein, mais si cette personne, et en plus elle a raison, mais va me challenger, me poser des questions un peu surprenantes, c'est que peut-être justement elle croit en moi. Peut-être qu'elle va juste plus loin parce qu'elle s'est dit, ah enfin je le tiens ou je la tiens. Le bon profil que je recherche depuis je sais pas combien de semaines. Donc, je veux maintenant vraiment vérifier mon premier ressenti. Donc, j'essaie de voir ce qu'il a ou ce qu'elle a un peu dans le ventre. Et donc, quand tu parles là-dessus, qu'est-ce que tu génères chez toi? Tu génères pas de l'angoisse ou de la peur, tu génères de la fierté. C'est Et vrai. donc là, la fierté, c'est quoi? C'est un espèce de robinet qui va s'ouvrir et qui va dire, ah ben voilà, oui, alors j'ai aussi fait ça dans ma vie, il y a ça, 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 ça. Et donc, tu te vends plus facilement. Ton propos est beaucoup plus nutritif, il est beaucoup plus impactant et ça fonctionne. Et c'est pas se raconter des conneries, parce que je veux dire, cette hypothèse, elle est tout aussi valable, voire beaucoup plus valable de ce que nous disent des recherches en RH que la première, en fait. C'est pas un truc fantasmagorique. C'est pas un truc. C'est pas de la science-fiction, c'est pas de la. Tu vois. Donc, rentrer là-dedans, et ben, tu optimiseras tes chances de réussir finalement ce que tu as entrepris, tout simplement. S'il y avait une habitude que tu conseillerais à ceux et celles qui nous écoutent d'implémenter dans leur vie et qui pourrait avoir un grand impact, qu'est-ce que ce serait? Alors, on en a dit quelques-unes, mais il y en a une qui me vient en tête, même deux, je vais te les dire parce que c'est très court. C'est mettre en place un Yes Day. Yes Day. Ah, Voilà. j'aime bien ça. C'est-à-dire que tu dis oui à Ouais. tout pendant Je un dis jour? oui. Alors, tu vois, ça, c'est un conseil de Captain Hook. Il m'a dit, eh, vas-y, dis oui sur des demi-journées. Tout ce qui est demande entrante, etc., tu dis oui. Alors, des fois, tu as des trucs un peu pesants, mais si tu savais le nombre d'opportunités. Donc, moi, je suis très, très mauvais dans la planification, l'organisation et tout ça. C'est un truc que j'aime pas. Sauf que pour ça, je l'ai fait. C'est-à-dire que dans mon agenda Outlook, tu as 52 dates. C'est des demi-journées, soit le matin, soit l'après-midi. C'est une fois par semaine. Tout ce qu'on me demande, je dis oui. Alors, dans la limite éthique et tout ça, parce que j'étais sur le plateau de mon amie Brigitte Lahaye un coup sur Sud Radio. Et là, il y avait une auditrice qui m'appelait. Elle fait oui, mais alors là, avec mon mari, si on veut faire un plan à trois et on te contacte pendant un Yes Day, alors est-ce que tu. J'ai dit bon, attends, là, voilà, j'ai des enfants, j'ai des machins, c'est un peu complexe. Mais voilà, toi, tu te places en fait. Tes limites éthiques, tes limites budgétaires. Mais combien de fois, moi, j'ai mes enfants. Alors surtout, ne jamais dire aux autres, communiquer sur ce Yes Day. Il faut que ça vienne naturellement. Parce que si tu dis ça à tes enfants, là, t'es foutu. Mais mes enfants, dans un Yes Day, disant hé papa, là, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu la mer. On est mardi, un peu école et tout. Bon, allez, venez, tous en voiture. Boum, allez, on part Cassis, je sais pas où. Et on se fait 2-3 jours. Et je vous apprendrai. Je vous ferai l'école à la maison. Et puis après, voilà, il faut pas le faire trop souvent. Mais bon, bref. Et où d'un coup, tu as des moments magiques. Tu vois, quand je te dis, tiens, les photographies, les photographies mentales pour eux, ça c'était. On a appris plein de trucs, on a vu des artistes, on a vu des choses. Enfin, c'était. Je pense que c'est important. Et donc là, dire oui. Et on est dans une société du non. Non, c'est trop cher. Non, c'est trop long. Non, c'est trop court. Non, c'est. Non. Tu vois, tu te dis tout le temps non. Tu te prends des vents, tu te prends des rejects dans la face. Ben, moi, je suis pour qu'on réintroduise là ce mot-là à 3 voyelles. Et parce que ça t'amène des opportunités. J'avais été invité par un youtubeur connu un coup sur une conf devant plein de dirigeants. J'étais en train de finir ce bouquin sur la chance et il manquait un chapitre. Et d'un coup, je leur dis à la fin, je dis tiens, mais il me manque un chapitre, j'hésite entre plein d'univers, mais c'est pas figé. Quelques jours plus tard, je reçois un message d'une certaine Sylvie qui avait assisté, qui est une coach, chef d'entreprise et tout, à ce séminaire. Elle me contacte, je suis sur Messenger. Donc un Yes Day, donc je fais la tournée des pop-up, je vais dire bonjour à tout le monde, je réponds et tout. Et là, on parle de la conf, elle me parle d'intelligence émotionnelle, et à un moment, elle dit tiens, mais à la fin, tu as dit tiens, il te manque un univers. Alors moi, il se trouve qu'elle commence comme ça timidement. Moi, j'aime bien l'apnée, je pratique ça, et je connais en fait tout cet univers. Et je dis ouais, vas-y, décris.
Et là, elle me raconte qu'elle connaît tous les types qui ont bossé avec le commandant Cousteau, tous les champions du monde d'apnée, des super champions d'apnée, des spécialistes des requins blancs, spécialistes, enfin, des trucs, des explorateurs sous la glace comme Alban Michon, que tu vois des fois dans 7 à 8, là, qui va prélever du plancton pour rendre compte du réchauffement climatique, tout ça. Et je me dis, en ayant dit, enfin, j'ai ouvert ce truc Messenger, j'ai répondu donc dans un Yes Day. Et derrière, elle m'a donné accès à tout ce monde et ce chapitre. C'est un chapitre du bouquin qui s'appelle Le Grand Bleu, en fait. Ah, c'est génial. Donc, tu vois, ça a été matérialisé, ce Yes Day. Donc, ça, c'est un truc. Et l'autre chose que m'a raconté un coup Alban Michon, c'est que, tu vois, quand tu es. Alors, ça, j'ai discuté avec des gens qui ont survécu face à des attaques de lions. Alors, c'est pas courant, mais bon, bref. C'est quoi l'une des caractéristiques communes de tous ces survivants? C'est que plutôt que de prendre leurs jambes à leur cou et de montrer le dos, d'exposer leur dos à la bête, ce qui te place en position de proie, vulnérable, et donc tu te fais souvent lacérer, eh bien tu affrontes le problème. Tu lui fais face. Et donc là, tu vas écarter les bras, tu vas parler fort, tu vas faire du bruit pour t'affirmer, tu vois, assertivité, etc. Et alors, j'assure pas le SAV de cette strate, mais voilà, c'est plus pour illustrer. Mais en tout cas, derrière, l'animal va se poser des questions. Il va dire, c'est peut-être pas une proie, en fait. C'est peut-être aussi un prédateur, donc et le lion étant un peu fainéant et tout, il va dire, je vais peut-être pas y aller. Alban Michon, il me racontait un truc, quand il fait ses explorations, ses expéditions polaires ou au Groenland, etc., ça coûte énormément d'argent. Il va pas voir son banquier en disant, ah mais excusez-moi, il fait pas le dos rond, il parle pas avec une petite voix, où il s'excuserait, tu vois, toutes les 30 secondes. Non, il va le voir et dire, mon grand, moi, je vais te sortir de ta routine, de ton quotidien là, qui est tout. Alors, attention, je respecte ce métier, mais en l'occurrence, son banquier a une vie un petit peu, tu vois, électroencéphalogramme un petit peu plate et plat. Et là, il lui dit, mais attends, mais moi, je vais te faire découvrir des trucs. On va parler, on va échanger des vidéos, je vais te montrer des ours polaires. Tu fais partie de la team, mon grand. Et donc, il l'amène en fait vers une espèce de win-win. Il y va pas en position de faiblesse. Il renverse les rôles. Donc je trouve que voilà, en situation compliquée, mieux vaut renverser. On a réussi à démontrer avec des chercheurs de l'INSEAD, de Stanford, c'est un papier qu'on a publié sur de la négociation, qui montre par exemple que quand tu es en position d'infériorité dans une négociation, le simple fait, toi par exemple, tu es avec un client ou un partenaire principal, tu as tout ton business qui dépend de cette personne, et cette personne dit hey, rupture de partenariat, ou je me barre, c'est un truc qui va atteindre la bonne santé économique de ta boîte. Donc là, il y a un peu d'enjeu. Tu es en position d'infériorité parce que tu es dépendant un peu de lui. Et bien là, quand tu es dans cette position d'infériorité, le simple fait à un moment d'exprimer par rapport au sujet que vous êtes en train d'évoquer un point fort de toi, une expertise. Ah, mais il y a quelques années, j'ai déjà eu à gérer ça, t'inquiète pas. Je te l'explique, je rentre dans le détail. Il ne faut pas mentir, hein, c'est un fait réel. Mais le simple fait de l'exposer à un moment, d'exposer cette expertise-là, fait que tu peux renverser la dynamique et que l'autre va vouloir faire peut-être plus de concessions ou va être peut-être moins dans l'agressivité, etc. Donc, tu vois, il s'agit toujours aussi de renverser un petit peu, de renverser les rôles. De s'affirmer, oui. Ouais. Et le dernier conseil, je t'en donne un troisième, c'est que je pense que plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. C'est un très bon conseil. On est dans une société à nouveau, on veut tout maturer, tout contrôler. Je vois, ou même dans les entreprises, tu as un problème qui se pose à un instant T. Il y a plein de réunions pendant plusieurs semaines pour essayer de résoudre ce problème. Tu arrives à T plus 3 semaines. Et là, on propose une solution, sauf que cette solution qu'on propose, elle est peut-être totalement inadéquate. Elle est peut-être totalement dissonante par rapport au problème qui aura eu le temps de muter je ne sais pas combien de fois. On est dans un monde qui est de plus en plus rapide, avec une réactivité, une célérité. Ton problème, c'est peut-être déjà plus le même, en fait. Donc, ta solution, elle est déjà obsolète au moment où tu la proposes finalement et où tu l'implémentes. Donc, je crois que c'est important de se dire aussi, à un moment, suis un petit peu tes ressentis. Et quelquefois, on se dit, mais alors c'est quoi les ressentis? C'est quoi les trucs? C'est un espèce de système binaire. C'est plaisant, déplaisant. Tu es face à quelqu'un, tu as un ressenti plaisant ou déplaisant, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'après, souvent, on ne l'écoute pas celui-ci. Il y a tout un tas de choses qu'on appelle des biais cognitifs qui viennent après, qui s'installent en toi, qui t'amènent sur un autre cheminement, avec peut-être aussi un ressenti émotionnel qui est différent, et qui va faire que tu auras perdu de vue la toute première frappe chirurgicale émotionnelle qui aura été le bon indicateur, la bonne information par rapport à ce que tu es en train de te vivre.
de vivre. Et l'émotion, à nouveau, c'est une alliée. Elle est là pour te permettre de t'adapter au mieux, en fait, à une situation. Donc ça aussi, c'est système plaisant-déplaisant. Moi, j'ai vu des gens, des fois, dans des situations critiques, le premier ressenti qu'ils avaient, en fait, c'était un ressenti positif. Alors tu te dis, tiens, mais ouais, ils sont pas sadomaso, c'est bizarre qu'ils ressentent ça alors qu'ils sont en train d'en prendre plein la tête. C'est juste leur cerveau émotionnellement intelligent qui leur fait comprendre que hey, j'ai la solution en magasin. J'ai un truc à te proposer qui peut peut-être, un moment, solutionner le problème que tu es en train de vivre. Ça, c'est incroyable, ça. Donc c'est aussi binaire, c'est simple. Moi, je suis sur des choses élémentaires. La plus belle critique que j'ai eue, pourtant, généralement, j'avais des belles critiques de leur part, mais c'était sur Télérama, sur le bouquin. On disait, oui, mais voilà, c'est des choses très élémentaires, très machin. En gros, tu n'as pas assez chiadé, tu vois, pour Télérama. Et moi, j'ai fait une com là-dessus. J'ai dit, mais merci, en fait, du compliment. Parce que c'est exactement ce que je recherche. Exactement. Les gens se noient dans la complexité. À force de vouloir tout comprendre, tu comprends rien. Toi, je te renvoie à l'exemple de cet auteur best-seller qui en est arrivé à se dire, mais en fait, je comprends pas ce que j'écris et ce que j'enseigne. 15 ans plus tard. Ouais. C'est vrai que on gagnerait à simplifier ce qui est compliqué, en fait. Je suis d'accord. J'ai adoré ce podcast avec toi. C'était trop bien. Merci. Franchement, je pense que je pourrais continuer à parler pendant des heures avec toi. Non, c'était génial. Mariam. C'était génial, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Christophe Hague sur Instagram, LinkedIn peut-être? Oui, il y a LinkedIn aussi, mais c'est vrai, Instagram, j'aime bien. Alors, tu vois, je suis un artisan. C'est très artisanal. C'est moi qui poste, c'est moi qui réponds. Donc voilà, donc il y a Instagram, LinkedIn, et un peu de Facebook. Acheter ton livre partout sur Amazon, sur la Fnac aussi, j'imagine. Il existe en version italienne, bientôt en version roumaine, et puis plein de versions. Il y a une universalité dans la chance et la malchance. Génial, merci beaucoup Christophe. Merci à toi. C'était trop bien. Merci.